Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on va attendre quelques minutes avant de commencer et je vous souhaite du coup la bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vois que les gens se connectent doucement. Il est 11h32, je vais commencer vers 11h34, le temps que les personnes arrivent tout doucement. Alors, je vous propose de commencer ce webinaire. Re-bienvenue à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Valentine, je suis experte SEO et Product Marketing Manager au sein de Fastorize. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à la feuille de route que vous devez mettre en place dans le cadre d'une stratégie GEO. Donc, vous avez un chat sur lequel vous pouvez interagir et poser vos questions sans aucun souci. On les prendra avec plaisir au fil de l'eau de ce webinaire. Et donc, si ça vous va, je vous propose de commencer directement. Alors, pour vous présenter aussi, pour commencer à vous présenter rapidement Fastorize, donc nous sommes une entreprise dont l'ambition est de rendre chaque site capable d'agir à la vitesse de ses enjeux business. L'objectif de notre plateforme, donc nous sommes une solution SaaS, nous activons et nous optimisons en continu l'expérience web. Donc, vous allez voir que ce soit sur des problématiques UX, SEO ou CRO, notre solution est capable de déployer en temps réel toutes vos recommandations, ce qui vous permet de proposer une expérience maîtrisée pour l'ensemble de vos utilisateurs et surtout de pouvoir avoir cette notion d'exécution continue sans compromis technique. Donc, nous proposons en fait deux solutions, Fastorize. La première, plutôt liée à la partie acquisition, et ça va être aussi un peu le fil rouge de cette présentation autour du GEO. Donc, nous proposons une solution appelée Edge SEO qui vous permet en fait de déployer rapidement toutes vos recommandations SEO et maintenant GEO. Donc voilà, on part du principe que l'un des plus gros bloqueurs que vous pouvez rencontrer lors de déploiement de stratégies de search et notamment le fait que d'un point de vue timing, chaque recommandation met un petit peu de temps à se déployer et que du coup, ça vous bloque l'essentiel de votre potentiel SEO. Donc, c'est une solution en tout cas qui œuvre à pouvoir accélérer vos déploiements et la mise en place de vos recommandations. Et nous avons également une deuxième solution qui s'appelle EdgeSpeed, qui est plus axée autour de la web performance, donc de la conversion de vos pages, où là, effectivement, la solution permet de pouvoir déployer, encore une fois, toutes les recommandations liées au temps de chargement de vos pages, donc à l'amélioration du temps de chargement de vos pages, avec la promesse d'avoir, bien évidemment, un impact direct sur l'engagement, le taux de conversion et la rétention de vos utilisateurs. Petit overview rapide de nos clients. Nous avons des clients sur toutes les industries, depuis la mode par l'e-commerce en passant par le travel. Et nous avons aussi à cœur de travailler avec pas mal d'agences partenaires, que ce soit Rezeneo, Performix ou encore Noise. Petite introduction du coup rapide. Là, je ne vous apprends rien en vous parlant d'un écosystème search qui change de forme. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un écosystème search traditionnel, mais nous sommes dans un
écosystème qui est en pleine mutation, avec notamment l'arrivée des moteurs de recherche d'IA générative. Donc aujourd'hui, on n'aura plus effectivement une réponse avec des liens traditionnels, mais une réponse générée par des IA. Alors, ça va être l'objet de ce webinaire aujourd'hui, comment mettre en place finalement une feuille de route qui soit concrète, activable et actionnable pour faire en sorte que votre marque soit en adéquation et compliant finalement avec la manière dont ces moteurs de recherche génératifs fonctionnent. On va aussi parler très rapidement du fonctionnement des agents IA, puisque ça va être aussi l'un des enjeux à venir, en tout cas pour le search qui mute non seulement autour de ces moteurs de recherche génératifs, mais qui évolueront aussi vers ces agents IA qui seront capables de pouvoir exécuter des tâches à vos places. Donc ce search fragmenté, comme je le disais, je ne vais pas revenir forcément dessus, depuis un search traditionnel, Google, Bing et autres, jusqu'à un search piloté par l'IA. Alors aujourd'hui aussi, ce qui est très important à remarquer, c'est que nous faisons face aujourd'hui à donc nous utilisons déjà beaucoup d'interfaces IA, que ce soit ChatGPT, Publicity et autres Mistral, par exemple. Le plus gros aussi changement sur lequel il va falloir se préparer, c'est l'arrivée de Google AI Overview, donc qui en France n'est pas encore déployé, mais qui est déployé quasiment sur l'entièreté des autres marchés européens et internationaux au sens large. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment cet enjeu pour une marque d'être visible sur ces environnements qui sont distribués à plus grande échelle et pilotés par ces nouveaux intermédiaires. Un rapide chiffre clé aussi, alors ça c'est effectivement très intéressant puisque dans le cadre de AI Overview, encore une fois, qui n'est pas déployé en France, il faut anticiper une baisse du volume de recherche, du volume de trafic classique issu du search dit traditionnel. Donc là, c'est marrant parce que c'est une stat qui date, qui a été identifiée par Gartner d'ici 2026. 2026, on y est. Mais voilà, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour vous, en tant que marque, il est essentiel de pouvoir aussi se préparer à ce raz-de-marée que sera Google Overview lorsqu'il arrivera en France. Donc, par rapport à cet écosystème relativement mouvant, ce qui est aussi important pour vous en tant que mode opératoire, comment déployer une stratégie qui soit efficace. En fait, si on parle d'efficacité de la stratégie, aujourd'hui, on va surtout parler de rapidité d'exécution, puisque dans cet environnement mouvant, avec aussi énormément de bruit autour de nouvelles recommandations, que faut-il faire pour être présent dans ces moteurs de recherche génératifs? Que faudra-t-il faire demain pour être présent sur Google AI Overview? Eh bien, il faut être capable de pouvoir tester rapidement, parce qu'encore une fois, on sait que ce soit les stratégies SEO classiques ou de GEO, on n'a pas forcément la recette exacte du succès. Donc, ça nécessite derrière de pouvoir adopter plutôt une démarche de test and learn, de pouvoir aussi mesurer en continu tout ce qui peut être implémenté sur vos plateformes et vos outils numériques, d'adapter en temps réel, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne bien, et bien de pouvoir potentiellement le scaler, ou quelque chose qui fonctionne moins bien, et bien de pouvoir le déprioriser, et bien évidemment d'avoir cette notion d'itération. Donc nous, chez Fastorize, ce que l'on promeut, c'est vraiment un nouveau mode opératoire dans ce contexte de search très exigeant. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'exécution en temps réel qui peut faire la différence par rapport à vos concurrents. On sait aussi que c'est un sujet qui est difficilement adressé aujourd'hui quand on parle de tests, quand on parle de rapidité d'exécution dans une stratégie. On sait qu'on a pas mal de bloqueurs aujourd'hui qui peuvent exister dans différents types d'organisations, que ce soit parce que vos équipes SEO ou vous-même en tant que SEO spécialiste, vous dépendez de vos roadmaps IT, que vous faites partie d'un cycle d'agilité qui n'est plus si agile finalement, puisque vous pouvez faire face à des cycles de développement qui peuvent être extrêmement longs. Où tester une hypothèse peut prendre des semaines. Vous pouvez aussi avoir le cas de figure où vos CMS limitent l'agilité et limitent le test, l'implémentation rapide de vos recommandations, et ce qui peut mener du coup à une compensation ou une surcompensation sur d'autres leviers, par exemple le paid, qui peut compenser, mais bien évidemment à un coût qui est croissant. Donc voilà, on le répète sur cette introduction, mais pour nous aujourd'hui, ce qui est clé dans le succès et le déploiement d'une stratégie, ce n'est pas finalement le contenu de la stratégie, mais vraiment la vitesse d'exécution.
Donc, au programme de ce webinaire, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, on vous propose du coup de passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aborder 4 grandes parties dans ce webinaire. Le premier, c'est déjà de comprendre un peu ce qu'amène le GEO en tant que nouvelle lecture de vos sites. On sait que du coup, il y a énormément de bots IA qui se lancent à l'assaut de vos sites Internet pour pouvoir correctement les comprendre. Donc déjà, comprendre ce que c'est, comment il fonctionne, c'est déjà important pour pouvoir derrière mettre en place une stratégie qui soit cohérente. Du coup, on découlera la partie numéro 2 autour des piliers techniques du GEO. Comment s'assurer que votre site est correctement lu par ces bots IA. Comment s'assurer que vos pages et vos contenus peuvent être mentionnés, correctement structurés aussi. Puis, on partira sur un parallèle avec du coup cette notion d'autorité et de EAT qui est vraiment aussi finalement qui revient sur le devant de la scène avec ces stratégies autour de l'AI Search sur comment bien prendre en compte ces éléments-là pour être cités. Et enfin, on parlera plutôt de comment bien prioriser sa roadmap GEO aujourd'hui. Petite précision aussi, chez Fastorize, on vous proposera là, tout le long du webinaire la possibilité de pouvoir réaliser un audit GEO basé sur 15 critères. Donc voilà, vous aurez le QR code à peu près au milieu de la présentation, si c'est toutefois quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, première partie, GEO, de nouveaux visiteurs. Alors, comment les moteurs de recherche, les moteurs de recherche classiques cèdent aujourd'hui la place aux IA génératives et demain aux agents IA. Donc, pour bien comprendre ce dont on se parle aujourd'hui, on vous propose déjà de faire un petit comparatif sur la manière dont fonctionnent les différents types de robots, donc ces robots d'exploration qui vont aller parcourir l'ensemble de nos pages web pour pouvoir les lire correctement et demain, soit les mentionner, soit les classer. Donc aujourd'hui, on va parler de bots classiques, par exemple, tous ceux que vous connaissez, Googlebot, Bingbot, etc., donc qui sont plutôt affiliés au search dit traditionnel. Donc leur principe, leur mécanisme, c'est qu'ils vont suivre les liens et indexer l'ensemble des URL qui seront trouvés au travers de ces liens. Il faut savoir qu'une partie de ces bots, donc comme Googlebot, peuvent exécuter le JavaScript. Alors aujourd'hui, ils le font, mais assez mal finalement, puisqu'on recommande toujours de pouvoir afficher votre contenu clé de vos pages sous un rendu HTML. Ils vont chercher la pertinence de ces mots-clés pour pouvoir déterminer le sujet sémantique et le thème de vos contenus. Et bien évidemment, avec l'algorithme derrière qui tourne, vous allez pouvoir avoir ce fameux classement traditionnel qui se présente sous un format de liste de liens. La différence avec ce qu'on appelle les bots IA, donc petit disclaimer aussi, quand on parle de bots IA, vous allez avoir plusieurs typologies de bots IA, ceux qui vont être lancés par exemple, ChatGPT ou OpenAI pour pouvoir enrichir leur modèle. Là, aujourd'hui, on va bien évidemment parler de ceux qui explorent aussi nos sites pour pouvoir correctement les lire et potentiellement les identifier comme source de référence. Donc là, on va parler de GPT-Bot, de Claude-Bot, de Perplexity-Bot et autres. Donc eux, leur méthode de fonctionnement, c'est qu'ils vont plutôt avoir cette notion d'extraction de contenu qui vont alimenter les LLM. La grande spécificité, et ça du coup c'est très intéressant, c'est qu'ils n'exécutent généralement pas le JavaScript. Donc ça, c'est un élément technique qui est important à comprendre, puisque ça va derrière conditionner finalement déjà des premières actions très concrètes d'une roadmap GEO. Ils vont être à la recherche de réponses citables et structurées, et c'est ce qui va leur permettre de générer des réponses directes avec des citations ou des mentions. Donc voilà, déjà très important de comprendre finalement le fonctionnement de ces bots IA versus ces bots SEO dits classiques. Petit aussi focus sur les agents IA. Alors, ça ne va pas être le cœur du sujet aujourd'hui, mais néanmoins, ça nous paraissait intéressant de pouvoir vous remettre un peu en perspective comment fonctionnent aussi les agents IA. Donc, les agents IA ont un fonctionnement aussi différent des bots IA et des bots SEO traditionnels. Pour rappeler aussi ce qu'est un agent IA, ça va être un petit programme qui va agir de manière autonome pour atteindre un objectif. Donc, demain, il sera possible, par exemple, un agent IA pourra mettre au panier un produit, pourra réaliser un achat pour vous. Donc, on parlera finalement de web agentique où nous, en tant qu'utilisateurs, ne serons plus les seuls à pouvoir naviguer sur le web et à réaliser des actions. On délèguera finalement ces actions-là à ces tâches, à ces agents.
Donc leur méthode de compréhension, elle est aussi différente. Et là, donc, pourquoi on met cette slide-là, c'est qu'il y a une communication assez récente de la part des équipes de Google, justement, sur le fonctionnement de ces agents IA. Donc, ils fonctionnent et ils comprennent, en fait, finalement, nos sites web au travers de 3 moyens principaux. Le premier, c'est qu'ils vont aller capturer, finalement, ils vont faire une capture d'écran de nos pages, ce qui va leur permettre, en fait, d'avoir une vision assez complète de la mise en page, de comment est structuré finalement chaque élément de la page. Puis, il va aussi être en mesure de lire le code HTML brut, donc tout ce qui est attributs, etc., pour comprendre les relations entre les éléments. Et enfin, il va utiliser un arbre d'accessibilité. Donc ça, c'est assez marrant puisqu'on revient aussi sur ces notions d'accessibilité, hein, tout ce qui a été pensé pour les technologies d'assistance. Et donc, c'est aussi quelque chose que les agents vont utiliser pour comprendre l'interface de manière un peu plus sémantique. Donc, ce qui est aussi intéressant, hein, demain, dans vos stratégies, c'est de pouvoir intégrer finalement qu'est-ce qu'en découle, hein, sur ces mécanismes-là, comment on peut s'assurer que nos plateformes et nos sites web soient en adéquation avec la manière dont les agents IA comprennent aussi notre site. Donc, passons aux 4 piliers du GEO. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, hein, c'est de passer sur 4 piliers essentiels. Le premier étant ce qu'on appelle l'AI parsing, à savoir comment s'assurer que votre contenu est lisible par les IA. De manière très concrète, on a identifié 3 actions aujourd'hui qui vous permettent de vous assurer que vos contenus est lisible par l'IA. Le premier, c'est déjà de s'assurer que dans votre fichier robot.txt, vous ne bloquez pas les bots IA. Donc, comme je vous le disais un petit peu en première partie, on va avoir différentes typologies de bots IA. Donc, c'est intéressant de faire une repasse, hein, sur votre fichier robot.txt, ce petit fichier qui permet de donner des instructions à l'ensemble des bots que vous pourrez identifier, entre sont-ils autorisés à parcourir mon site ou pas. Et donc, c'est la première action vraiment à vérifier, s'assurer que GPT-Bot, Claude-Bot, Perplexity, par exemple, sont explicitement autorisés à parcourir votre site. Puis, nous avons une deuxième optimisation qui, elle, est un peu plus conséquente, parce que autant la partie bot IA non bloquée dans leur robot.txt, la vérification se fait en quelques secondes, autant sur ce deuxième item, hein, qui est le comment s'assurer que mon contenu soit bien rendu côté serveur, donc soit bien lisible finalement dans mon code source, puisque on l'a dit aussi en introduction, hein, les bots IA ont du mal aujourd'hui et n'exécutent pas le JavaScript. Donc, il faut s'assurer que dans le rendu de vos pages, tout le contenu clé soit bien lisible. Quand je parle de contenu clé, il va s'agir du titre de la page, de votre contenu textuel, du corps de page, voilà, du body content, tout ce qui peut avoir une valeur sémantique, contextuelle, enrichissante et intéressante pour les bots. Donc ça, hein, on se le dit, c'est clairement quelque chose qui, d'un point de vue technique, peut être assez lourd à mettre en place. Voilà, il faut bien s'assurer que, encore une fois, sur les éléments clés de votre page, le contenu clé de votre page, on soit sur du contenu qui soit encapsulé en HTML simple et pas en JavaScript. Et enfin, on propose aussi une troisième optimisation qui est le fait de convertir une partie de votre code HTML en un format qui s'appelle le format Markdown. Alors ça, c'est un sujet qui a popé, on va dire, avec justement l'avènement de ces bots IA. Le format Markdown, c'est un format qui est fortement apprécié par les bots IA et par les LLM, puisque c'est via ce format, notamment, qu'ils peuvent ingérer du contenu tout en consommant peu de tokens. Donc, c'est un format, on va dire, qui est hyper compatible avec la manière dont on peut donner une information à manger aux bots IA. C'est ainsi qu'on propose aujourd'hui, hein, de se dire pourquoi pas convertir une partie de ma page en format, donc une partie qui est en HTML, en format Markdown, de manière à faciliter la compréhension et à faciliter l'ingestion de mon contenu par les bots IA. Petit disclaimer, hein, sur cette proposition, sur cette troisième recommandation. Aujourd'hui, on n'a pas de résultats concrets et viables, tangibles, qui prouvent que ça facilite, ça permet d'avoir une visibilité accrue dans les moteurs de recherche génératifs. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose, selon nous, qui est à tester. Donc, c'est pour ça qu'on l'a identifié comme étant une implémentation, une recommandation de GEO à tester.
Petit focus sur le fichier llms.txt. Vous avez peut-être entendu parler de ce fichier. Alors, on ne l'a pas mis pour l'instant dans notre recommandation, dans notre top priorité en tout cas à implémenter, puisque aujourd'hui, ça reste un fichier qui peut être mis en place sur votre site. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun no-go, aucun bloqueur lié à ce fichier lms.txt. Mais il faut savoir que ça reste pour le moment une convention qui est émergente. Donc voilà, ce n'est pas un standard officiel comme peut l'être par exemple le fichier robot.txt. Ça reste quelque chose qui peut être mis en place. Donc l'objectif de ce petit fichier, c'est un fichier texte que vous pouvez placer à la racine de votre site qui indique au crawler quelle page prioriser, ignorer ou utiliser comme contexte. Donc voilà, notre position par rapport à ça, c'est que ça reste quand même une recommandation, un élément à surveiller. On ne l'identifie pas comme une recommandation prioritaire à mettre en place sur votre site, si on compare aux 3 autres recommandations qu'on vous a présentées juste avant. Néanmoins, voilà, ça reste quand même quelque chose à monitorer, surtout si demain les études peuvent prouver qu'il y a un impact clair. En termes de mise en place, petit aussi précision, ce fichier-là, en règle générale, est assez simple à mettre en place. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va blesser ou heurter la santé technique de votre site. Mais pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on a peu de recul et peu de data en termes d'impact. Alors, juste pour information, je ne vois pas les questions, donc n'hésitez pas, Shadid, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions qui pop. Ensuite, pilier numéro 2, l'IA citabilité. Votre contenu sera-t-il cité? Comment s'assurer que ce contenu sera cité? Donc, on a identifié 4 éléments clés. Le premier, c'est de pouvoir en fait travailler finalement la structure de votre contenu. Le premier, clairement, en pouvant mettre en place des paragraphes autonomes et directement citables. Aujourd'hui, on sait que les bots IA et les systèmes IA aiment et citent des pages qui ont des paragraphes réponses clairs et autonomes. Donc, on propose, et une des recommandations, c'est d'éviter tout ce qui est contenu caché dans des accordéons ou noyé dans des wordings qui sont beaucoup trop longs. Donc là, de manière très concrète, réécrire des pages avec des blocs de réponse directs visibles en HTML reste toujours une bonne pratique à mettre en place. Deuxième élément, comment s'assurer qu'on crée ces fameux blocs FAQ et Q&A sur des pages clés. Alors, les blocs FAQ, on en parle beaucoup aussi dans ce contexte de JO. Alors, en effet, c'est un format qui est assez intéressant à travailler puisque ce format FAQ ou question-réponse, en fait, imite précisément la manière dont un utilisateur va pouvoir prompter et dont les LLM vont pouvoir formater les réponses. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on vous incite et on vous encourage à pouvoir ajouter des blocs FAQ sur des pages qui sont clés pour vous. Ça peut être des pages produits si vous êtes un e-commerçant. Ça peut être bien évidemment la homepage si vous proposez un service un peu plus transverse et global. Donc, ça reste une bonne pratique à mettre en place. Troisième élément, des pages orientées intention unique. Et là, donc, on va aborder cette notion de fan-out queries. Alors, les fan-out queries, si vous n'êtes pas forcément sensibilisé ou au courant de ce que ce terme veut dire, aujourd'hui, quand un utilisateur va prompter, va poser du coup une question sur un moteur de recherche génératif, derrière, le LLM va découper cette question en sous-questions. Donc, c'est-à-dire qu'un sujet va être découpé finalement en plusieurs sous-sujets. Donc, nous, en termes de création de contenu, en termes de sémantique, plus la page va pouvoir être précise et cibler ses sous-sujets, plus on aura de chances à ce qu'on propose la réponse immédiate au LLM de manière à ce qu'il puisse la sélectionner. Donc là, la recommandation qui est poussée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être créer des pages par cas d'usage, par secteur, par question spécifique. Donc voilà, on retrouve un petit peu cette notion de cocon sémantique, entre guillemets, ou de thème sur lequel il faut être attentif pour pouvoir identifier toutes les occurrences, tout le champ sémantique lié, les synonymes, etc. Et enfin, quatrième proposition, quatrième bonne pratique, le fait d'ajouter un résumé définitionnel en haut de page. Donc, on sait que les LLM privilégient les pages qui définissent bien le sujet, un peu comme Wikipédia. Donc, on a cette probabilité de citation qui est accrue à partir du moment où on est plus sur des pages qui proposent des définitions factuelles en haut de page plutôt que des taglines marketing.
Bonjour à tous. Avant de passer au pilier suivant, je te propose, Valentine, d'aborder 2 questions. Donc une question d'Amandine, sur les données structurées en JSON au lieu du fichier, LMS TXT, par exemple. Alors, les données structurées, on va y arriver. C'est totalement quelque chose qui est intéressant à implémenter. Donc, le LLM.txt, hein, effectivement, ce que je disais, c'est que ce n'est pas pour nous une action prioritaire. En revanche, les données structurées, ça l'est. Je vais en parler juste après. Et une deuxième question de Florent. Donc quel type de bot Google AI Overview va utiliser? Est-ce que c'est un nouveau ou, ceux qui, brossent déjà le contenu SEO? Alors, a priori, le user agent va être légèrement différent. Je ne l'ai plus en tête exactement, mais voilà, effectivement, ce sera un autre user agent qui pourra du coup crawler le site. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra au fil de l'eau. Petit tips aussi, un petit conseil, si vous souhaitez déjà avoir une vue d'ensemble de comment Google AI Overview fonctionne. Si vous avez un VPN avec vous installé sur l'un de vos sur votre machine, vous pouvez utiliser votre VPN en Belgique ou en Suisse, par exemple, et normalement Google Overview est bien déployé là-bas, donc vous pourrez déjà avoir une vision d'ensemble, surtout si vous traitez, par exemple, si vous gérez des sites internationaux sur plusieurs marchés différents. Voilà, vous pouvez déjà un petit peu tester le rendu et suivre un peu votre visibilité sur les marchés qui ont déjà cette features déployée. Donc, on en vient justement à cette notion de données structurées. C'était précisément le sujet de la slide d'après. Donc là, c'est le pilier numéro 3. Hein. Comment s'assurer que votre structure parle correctement aux machines? Donc aujourd'hui, implémenter des données structurées, finalement, c'est un langage qui va, encore une fois, faciliter la compréhension de nos éléments sémantiques de la page. Donc, il faut bien comprendre que, encore une fois, hein, ça va aider la compréhension. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le sens où ce n'est pas un bloqueur. Mais en revanche, c'est pour ça qu'on pousse fortement les sites à pouvoir implémenter ces données structurées sous le format JSON-LD pour pouvoir simplifier la compréhension, encore une fois, des bots-IA de nos différents éléments sémantiques de la page. Par exemple, alors des données structurées, vous en avez, en fait, vous pouvez structurer quasiment tout sur votre page. Hein, c'est-à-dire que si vous avez une page produit, vous pouvez identifier et implémenter ces données structurées sur énormément d'éléments de la page, les avis, le descriptif du produit, l'image, le prix, la disponibilité, etc. Aujourd'hui, on vous en propose que quelques-uns, bien évidemment, mais la liste n'est clairement pas exhaustive sur cette slide-là. Donc, par exemple, hein, on peut avoir si on est dans le cas de figure où vous avez un article, enfin, on est sur un environnement plutôt éditorial comme un blog, par exemple, vous avez trois principaux avec la mise en place de FAQ. Vous avez trois types de données structurées qui existent aujourd'hui. Les données structurées de type article, qui va permettre d'identifier le contenu éditorial, la date, l'auteur. Vous avez la FAQ page, qui va signaler explicitement les Q&A. Et vous avez par exemple la donnée structurée How-to qui va structurer l'éditorial étape par étape. Donc ça, c'est trois exemples de données structurées. Encore une fois, clairement pas exhaustif, mais très utile à pouvoir implémenter sur l'ensemble de vos pages. Alors attention, pareil, ça peut être assez douloureux à mettre en place, hein, ces données structurées, et surtout assez douloureux à maintenir. Donc voilà, c'est vraiment un sujet aussi qui est lié à la technique. Donc on vous invite à pouvoir aussi, dès que vous pouvez implémenter vos données structurées, à les vérifier sur le petit outil de Google, hein, Structure Data, qui vous permet de valider la bonne implémentation de vos données structurées. On a aussi cette notion de HTML sémantique. Finalement, on revient un peu aux basiques des sites web et finalement, les bons basiques font ce qu'il y a de mieux. Donc, on repart aussi sur tout ce qui est la mise en place de balises H1, H2, H3 qui sont clairement identifiables et bien hiérarchisées. Il faut savoir que sur ces headings, donc sur ces balises de headings, les IA les utilisent comme frontières de section. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de bien pouvoir calibrer et de bien pouvoir structurer son contenu de manière, encore une fois, à faciliter la lecture des bots IA de votre contenu.
Et enfin, on a la balise hreflang et lang. Donc pareil, les IA utilisent ces mêmes balises pour servir la bonne version dans un contexte multilingue. Donc très intéressant et très important de pouvoir avoir une version multilingue de votre site qui est correctement balisée. Voilà, petit aussi de précision, que ce soit de structuré ou implémentation des balises hreflang, on sait que ce sont souvent deux sujets qui sont assez douloureux à mettre en place. Donc là, c'est aussi possible de le faire avec notre solution Edge SEO, et c'est quelque chose qui est aussi intéressant à monitorer dans le temps. Enfin, on a le pilier numéro 4, qui est la partie expérience signals. Votre site est-il bien crawlé en priorité? Alors ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on revient sur les notions de temps de chargement. Donc aujourd'hui, il y a 3 éléments et 3 critères trois indicateurs que les bots IA vont aussi prendre en compte, en particulier le premier, qui est du coup le CLS, pour Cumulative Layout Shift. Donc ça, si vous vous souvenez aussi un petit peu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler sur des sujets de WebPerf, mais ces 3 éléments-là font partie de ce qu'on appelait les Web Core Vitals. Donc ces éléments liés vraiment au temps de chargement de vos pages, à la manière dont la page se charge, dont les éléments clés se chargent, et qui sont utilisés encore aujourd'hui, du coup, par les bots IA. La spécificité de ces indicateurs, c'est que ça va directement influencer la priorité de crawl des bots IA, ce qui veut dire que si vous servez un site qui est trop lent ou visuellement instable, votre site peut être dépriorisé. Donc, petit focus sur ces 3 éléments. On va parler d'abord du coup du CLS pour Cumulative Layout Shifts. Tout simplement, cet indicateur-là, c'est un score. Et ça va permettre de définir si vous avez un layout qui est instable ou pas. Donc, instable, ça va être par exemple des éléments qui peuvent s'afficher puis disparaître. Donc ça, typiquement, si vous présentez une page qui peut avoir ce genre de souci-là, ça peut perturber le fonctionnement autant des bots IA d'ailleurs que des agents, soit dit en passant, qui, eux, capturent vraiment un screenshot. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un score de CLS inférieur à 0,1. Ensuite, on va avoir le time to first byte, qui est finalement le premier élément qui va pouvoir être lu par les bots. Donc là, c'est pareil, plus vous avez un time to first byte élevé, plus ça va retarder l'accès du crawler IA et provoquer ce qu'on appelle un timeout. Et enfin, on a le LCP, donc pour Largest Contentful Paint. Ça, c'est aussi un élément qui est intéressant puisque ça va mesurer à quel moment le contenu principal, le contenu vraiment intéressant s'affiche. Donc, c'est vraiment l'élément de contenu le plus intéressant. Donc, plus vous avez un LCP qui est lent, plus ça veut dire que vous proposez un contenu qui est incomplet pour le bot IA qui sera arrivé la première fois sur votre page. Donc pareil, l'ambition, l'objectif, c'est d'avoir un LCP inférieur à 2,5 secondes, de manière à pouvoir optimiser encore une fois ces temps de chargement. Aujourd'hui, une question de Sandrine. Donc, est-ce que les bots IA sont comptabilisés dans les outils de suivi comme Matomo, par exemple, avec des visites très courtes, donc 0 ou 1 seconde, ce qui va gonfler artificiellement le nombre de visiteurs venant de ces canaux? Non, alors là, on va parler plutôt de bots, pas de provenance. Donc normalement, non, ils sont pas identifiés en tant que tels dans Matomo. Ce que vous allez avoir, c'est plutôt directement les plateformes sur lesquelles, d'où proviennent finalement vos visites. Mais en tout cas, sur les bots IA, vous verrez plutôt ça dans l'analyse de log, en réalité. Donc, si votre Matomo, je ne pense pas que ça fasse de l'analyse de log, ou alors je n'ai pas l'overview complet de l'outil, mais en tout cas, vous verrez plutôt ça dans votre analyse de log. Merci. Et enfin, les dernières recommandations de Google. Donc là, tout ce qu'on vous a dit, c'est effectivement basé sur des tests et des éléments qu'on a pu aussi observer chez nos clients. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir se calquer sur les annonces de Google. Alors, ce qui a été récemment annoncé au travers de leur blog, c'est en plus, alors il y a eu quelques éléments que je vous ai partagés juste avant, mais bien évidemment, on a aussi du coup, donc Google pousse à ce que dans le cadre d'une meilleure citation de votre marque par les IA, de pouvoir aussi proposer une stratégie dite multimodale, avec des images et des vidéos qui soient le plus indexables possible. Donc voilà, Google recommande d'aller au-delà du texte,
Ce qui veut dire aussi qu'on reste sur les bonnes pratiques finalement SEO classiques, hein, bien s'assurer que vos images possèdent des tags de description, bien s'assurer que vos vidéos soient transcrites et que l'ensemble de ces médias soient bien évidemment améliorés avec les données structurées, de manière encore une fois à pouvoir donner le plus d'informations sémantiques sur ces différents médias. Et enfin, dernier élément que Google nous dit, c'est de recalibrer aussi nos indicateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors depuis Google AI Overview, Google confirme que ces clics, en tout cas depuis la feature, sont de meilleure qualité, donc on va parler de temps passé un peu plus long. Donc c'est intéressant de pouvoir mesurer des indicateurs au-delà du CTR organique, hein, tels que le taux de conversion, le taux d'engagement, les sign-up, etc. Donc, on vous propose, en tout cas, Google nous recommande de pouvoir configurer des événements de conversion pour les sessions spécifiquement issues de l'IA. Donc, ça fait lien un peu avec votre question, hein, Sandrine, sur Matomo. Si vous avez l'opportunité de pouvoir déployer des éléments plutôt de conversion issus du trafic de ces moteurs de recherche génératifs, ça reste une bonne pratique à mettre en place. Petite minute pub, du coup, comme je vous le disais en introduction. Chez Fastory, nous avons développé un petit outil de Technical AI Search Audit basé sur 15 critères que je vous ai présentés jusqu'à présent. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on vous invite à scanner le petit QR code. Vous recevrez cet audit gratuitement dans vos boîtes mail. L'objectif, voilà, c'est de vous donner un petit peu un état des lieux de votre santé technique au travers de ces 5 éléments que je viens de vous présenter entre l'IA parsing, l'IA stability, la partie structuration de votre contenu et les signaux d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le petit QR code. Dernière partie aussi, mettre en perspective finalement toutes les recommandations un peu techniques que je vous ai présentées avec cette notion de EEAT et d'autorité. Alors, il ne faut pas oublier hein, que là, on a beaucoup parlé finalement d'éléments on-site, hein, comment travailler un peu mes temps de chargement, enfin mes temps de chargement, comment s'assurer que Google crawl, enfin, que les bots IA parcourent correctement et comprennent correctement l'ensemble de mon contenu. Il ne faut pas oublier que finalement, le levier EAT, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc, travailler votre autorité. Donc, l'acronyme EAT, ça va pour expérience, autorité, expertise et confiance, donc trustworthiness, qui vous permet finalement de pouvoir travailler l'ensemble des signaux que votre site web donne. Donc, rapidement, hein, pour parcourir ces signaux-là, aujourd'hui, hein, toujours une bonne pratique pour travailler ce qu'on appelle l'expérience de première main, c'est de pouvoir ajouter des pages autour des pages auteurs, hein, tous les éléments qui peuvent asseoir l'expertise finalement de votre marque. Donc, typiquement, en termes d'exemple concret, hein, ça va être quoi? Ça va être créer des pages auteurs, ça va être définir les biographies, rajouter aussi hein, des notions de confiance sur nous avons testé, sur nos clients, mentionner vraiment l'expérience terrain. Ensuite, on va avoir tout ce qui est expertise documentée. Ça, c'est aussi un signal très apprécié par les moteurs de recherche génératifs. Donc là, on se parle hein, de publier les études de cas, par exemple, si toutefois, bien évidemment, ça s'applique à votre industrie. Pouvoir publier des données propriétaires, des recherches internes. Voilà, tous ces éléments-là, en fait, contribuent à améliorer l'autorité et l'indice de confiance de votre site. La partie autorité par les citations externes, c'est là où, du coup, on peut faire le lien avec une stratégie de backlink, une stratégie aussi de relations presse digitale. Donc, tout ce qui est la mention depuis d'autres sources reconnues, que ce soit la presse spécialisée, des annuaires, ça reste aussi un élément clé à travailler dans le cadre de pouvoir développer votre autorité. Et enfin, développer des signaux de confiance qui sont plutôt liés à votre entreprise, hein, typiquement, bien indiquer les mentions légales, les politiques de professionnalité, ça reste des éléments qui sont aussi pris en compte pour s'assurer que votre entreprise et vos produits sont dignes de confiance. Petit point aussi sur la partie autorité locale. Alors ça, c'est aussi intéressant. Donc là, on voit, on a quand même un éventail de signaux qui est assez large. Les signaux géographiques pour le GEO, ça reste important.
notamment puisque, encore une fois, dans le cadre de l'avènement de Google AI Overview qui va arriver, travailler l'ensemble des services proposés par Google et la visibilité de votre entreprise sur leurs outils tels que Google My Business, ça reste clé. Donc là, tout ce qui est recommandation de mettre en place une stratégie d'avis client, de pouvoir s'assurer que vos profils soient complets, actifs, d'avoir l'ensemble de vos éléments, ce qu'on appelle NAP, name, adresse et phone, qui soient mis en place et à jour. Pareil, ce qui est aussi intéressant, petit focus, c'est la mise en place de contenu local expert. Alors, dans certains cas de figure, que vous soyez par exemple un retailer, vous avez peut-être un store locator qui est en place sur vos sites. Aujourd'hui, la majorité des store locators sont assez mal gérés puisque générés en JavaScript, ce qui veut dire, encore une fois, si vous vous souvenez, que le contenu est difficilement, voire illisible par les bots IA. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est de pouvoir, encore une fois, déployer finalement déployer du contenu HTML sur ces dites pages de store locator pour pouvoir vraiment asseoir votre visibilité et votre ancrage géographique. À ce sujet, petit use case, petit retour d'expérience sur la partie store locator. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec un de nos clients, qui est l'un des principaux distributeurs de bricolage en France. Ils faisaient face exactement à ce problème de store locator, c'est-à-dire qu'ils avaient près de 2000 pages magasins qui étaient hébergées sur leur site grâce à leur store locator. Ces pages n'étaient malheureusement pas crawlables et pas lisibles par les bots IA, ni d'ailleurs par Googlebot, qui, je le rappelle, a toujours des difficultés à lire le JavaScript. Donc, ce qui a été fait grâce à Edge SEO, à notre solution, c'est qu'on a pu implémenter finalement l'ensemble du contenu important dans des blocs de texte HTML, donc avoir un rendu serveur HTML, ce qui a permis de faire exploser la visibilité de ces dites pages. Donc là, comme en termes de chiffres, c'est une petite courbe Sixtrix que vous regardez. On est sur déjà, en termes de delivery, plus de 2000 pages enrichies avec du coup ce contenu géolocalisé. Ce qui a pu permettre de faire x10 en termes de clics SEO en 4 mois et avoir bien évidemment une belle visibilité de mots-clés, que ce soit en top 10 ou en top 100. Et bien évidemment, quelques citations dans ChatGPT, Gemini et Claude, dans l'attente de pouvoir tester en tout cas cette recommandation sur Google AI Overview. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. On va terminer sur comment prioriser finalement sa roadmap GEO avec les quick wins versus les chantiers à moyen terme. Si vous deviez finalement avoir, en résumé, sur votre plan d'action, n'avoir que 4 items clés, voici en tout cas ce qu'on vous propose. Le premier, c'est vraiment de vérifier la manière dont les bots IA comprennent et lisent votre site. Donc pour ce faire, c'est vérifier en priorité le robot TXT pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a aucun bloqueur. Puis, en action plutôt court terme, on vous propose deux éléments. Déjà, implémenter correctement les données structurées, donc les données JSON LD, avec par exemple les FAQ ou les how-to. Bien sûr, les types de données structurées sont à moduler en fonction du contenu que vous proposez. Puis, additionnellement, le fait de pouvoir retravailler certaines pages de contenu avec la mise en place de FAQ et de résumés définitionnels. Et enfin, en troisième action, on encourage finalement à développer la création de pages autour de ces fan-out queries, qui sont du coup ces pages destinées à capter les intentions de recherche précises et uniques. Donc là, très clairement, sur ce dernier chantier, c'est le plus long à mettre en place. L'effort est relativement élevé à fournir, mais c'est celui qui, aussi en termes d'impact, selon nous, a le plus d'impact en termes de visibilité. Avant de conclure, on vous remet, si vous le souhaitez, en tout cas, le QR code avec l'audit technique que nous proposons chez Fasterize. Donc, n'hésitez pas à pouvoir à le scanner si vous le souhaitez. Et pour conclure, voilà, donc on vous rappelle juste que la partie GEO, finalement, c'est un ensemble de bonnes pratiques SEO, mais qui s'adaptent à ces nouveaux lecteurs, à ces nouveaux bots. Donc, ce qui change vraiment, c'est qu'on s'assure que le contenu que l'on propose soit directement lisible et compréhensible par l'ensemble des bots IA. Ne pas oublier du coup cette notion d'autorité avec le fait de pouvoir travailler finalement l'ensemble de votre crédibilité sur le web afin qu'elle devienne fiable pour l'IA.
Je vous remercie pour votre temps. J'espère que vous avez pu suivre l'ensemble des éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je peux prendre? Eh bien, je vous remercie à tous et à toutes. Et s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une excellente journée.